Salut, bienvenue sur INSEP TV. Le judo, sport d'opposition et de tradition, discipline dans laquelle les Français brillent et ils comptent bien le prouver une fois encore lors des prochains mondiaux d'Astana. Alors si l'engagement, le combat, la sueur ne vous font pas peur, je vous propose de découvrir le pôle France ici à l'INSEP en compagnie d'une guide hors pair, championne olympique et triple championne du monde, Lucie d'Écosse. Bonjour à tous, bienvenue dans le dojo de l'INSEP pour ce Team INSEP numéro 13, un programme 100% judo, sans oublier les startups au service du haut niveau et les dernières news de vos champions préférés. Les invités du jour, la judokate Clarisse Agbenienou, le coach Larbi Ben Boudaoud et notre guide Lucie d'Écosse. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sur ce très très beau tatami. Avant de rentrer dans le vif du sujet, question traditionnelle, savez-vous, tous autant que vous êtes, depuis quand le judo est au programme olympique? Larbi. 64 pour les hommes. Et Bravo, 92 alors là, pour les femmes. bravo. Vous êtes les meilleurs. 64, ça a une logique, hein. 64, c'est Tokyo. Regardez le petit tableau. Donc 1964, Tokyo, il y avait 3 catégories pour les messieurs. Et effectivement, Clarisse, il a fallu attendre 28 ans pour les filles. 1992 à Barcelone. Alors quand même, constat, le judo, c'est un sport relativement jeune du point de vue olympique, mais tout court, hein. C'est assez jeune le judo. C'est assez jeune, oui. En fait, on est un sport qui a été pratiqué d'abord au Japon pendant longtemps. Et après, ils se sont aperçus que c'était un sport qui apportait beaucoup de valeur, beaucoup de choses. Donc, ils l'ont un petit peu éparpillé dans le monde entier. Et on se l'est quand même assez rapidement approprié. Ah ouais. En France, en tout cas. Mais En France, justement, on va en reparler ça. On reparlera des épreuves et des bilans olympiques un petit peu plus tard. Dans l'immédiat, on va parler du pôle. Larbi, c'est toi le plus ancien. Champion du monde, double champion d'Europe. Tu as connu l'INSEP comme judoka avant de connaître l'INSEP comme coach. J'imagine que le dojo, les installations, les conditions d'entraînement ont beaucoup évolué. Ah, énormément. On est... déjà, pour nous, pour le judo, pour le sport français, mais pour le judo, l'INSEP, c'est un lieu assez historique qui est rempli, rempli, en tout cas pour le judo, rempli d'histoire. Et ce dojo, effectivement, moi je l'ai vu évoluer. On était dans des structures qui étaient un petit peu vieillottes. Maintenant, depuis quelques années, ils ont fait la rénovation de l'INSEP. Et c'est clair que nos athlètes aujourd'hui, tant l'hébergement, la restauration ou les infrastructures sportives en elles-mêmes, elles ont évolué en bien. Maintenant, ils sont dans de bien meilleures conditions. Mais bon, maintenant, ça ne change rien. Ils ont un bel outil de travail, il faut savoir l'exploiter. Larbi, on ne va pas attendre 28 ans avant de donner la parole aux filles. Lucie, toi aussi, j'imagine que tu as vu le lieu évoluer assez rapidement. Oui, alors je suis plus jeune que Larbi, hein, beaucoup plus jeune. Mais j'ai vu quand même les rénovations. Et c'est vrai que quand on est arrivé dans cette salle, on est arrivé juste avant les JO de Londres. Et c'est vrai que ça nous a fait quand même le plus grand bien. Et on a pu bénéficier de toutes ces installations, de toute cette surface de tapis. Et franchement, ça nous a mis dans un confort avant les Jeux qui n'était pas négligeable. Clarisse, 22 ans, championne du monde l'année dernière en moins de 63, catégorie que tu connais bien, on en reparlera tout à l'heure. L'INSEP, pour toi, c'est un cadre idéal pour t'entraîner ? Oui, effectivement, c'est un cadre idéal, en sachant que même si je suis jeune, j'ai fait déjà 2 salles, donc une ancienne, une on était dans les préfabriqués, et celle-là, et c'est vraiment un changement. Et on peut dire qu'ils ont vraiment tout mis en œuvre pour qu'on soit dans des bonnes conditions, et c'est vraiment génial. Oui, parce qu'on parle du dojo, mais j'imagine qu'il y a toutes les structures autour dont vous bénéficiez, hein, balnéo, salle de muscul, etc., etc. Alors, je ne veux pas être chauvin. On voyage beaucoup, on fait beaucoup d'installations dans le monde entier. Et je peux vous dire qu'un lieu comme l'INSEP, on n'en trouve pas beaucoup dans le monde. Avec cette unité de lieu, justement, la formation, l'hébergement, la restauration et l'entraînement sur place, dans un cadre, ma foi, magnifique. On est au cœur du bois de Vincennes. Donc, ouais. Et en plus, aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Voilà, donc les puits de lumière, on est content d'en profiter. Clarisse, Lucie, quand on est petite fille, comment est-ce qu'on vient au judo ? Très bonne question. Lucie, je te laisse la parole. Allez. Moi, j'ai commencé à l'école, donc c'est un peu, on va dire, pas le hasard, mais il y avait
il y avait un trimestre de judo à l'école, donc moi j'ai commencé comme ça, j'ai aimé et j'ai continué. Pas mal, pas mal. Bah oui, j'en ai aussi fait à l'école et après, je pensais pas en faire. Et la directrice a demandé à mes parents de m'inscrire à un sport de combat. J'avais fait un peu de judo, donc j'ai choisi du judo. Pourquoi tu étais un peu turbulente, Ouais, un peu jeune? faux folle, trop d'énergie en fait à revendre. À propos d'énergie, est-ce que toi, quand tu étais petite, tu avais une idole, une judokate ou un judoka que tu admirais, un modèle? Bah non, parce que vu que je connaissais pas, je j'avais pas d'idole. Mais après, ouais, en connaissant, bah, j'ai pas envie de dire, elle est à côté de moi, Ah mais ouais, voilà quoi. c'est ça. Eh oui, Elle c'est est un encore peu dans là, ma chambre, hein, c'est c'est grave. la classe, c'est pas la classe à Dallas, c'est la classe à l'INSEP, mais c'est la classe Exactement. quand même. Combien tu fais d'entraînement par semaine aujourd'hui? Enfin, 2 par jour, 2 par jour. matin et après-midi. 5, 6 jours par semaine? Voilà, et des fois, le week-end, soit le samedi, soit le dimanche. Combien de mois tu t'entraînes sur 12 par an? Oh là là. Ou bah pour le dire Quasiment autrement, tous les- tu te reposes quasiment combien tous de les temps? mois. 12 hein. sur 12. 12 sur Tous 12. les mois. Bah, franchement. Eh ben voilà. Après, peut-être avec les semaines de repos, on peut dire 11 sur 12. Allez, on va D'accord. arrondir. Est-ce que tu suis des études parallèlement? Pas cette année. Normalement, je vais continuer le BPGEPS AG2F, donc coach sportif. Et cette année, j'ai pas poursuivi parce que c'est trop compliqué d'assimiler les deux. Mais l'année prochaine, je ferai un BP judo. Tu te prépares pour Rio, peut-être. Ah bah oui. Peut-être que tu as ça en tête. On en reparlera un Exactement. petit peu plus tard. L'Arbi, le pôle judo, c'est le pôle le plus important de l'INSEP avec l'escrime, c'est-à-dire plus de 70 athlètes qui s'entraînent ici. Est-ce que le nombre, c'est une force, c'est une nécessité? À la fois une force et une nécessité parce qu'on est un sport individuel, mais le paradoxe c'est qu'on ne peut pas faire du judo tout seul. Il faut des partenaires, il faut du monde. Et donc nous, dans notre système pyramidal où on est bien ancré sur tout le territoire, puisqu'on on a des pôles dans toutes les régions, pôle espoir, pôle France, junior on en a 4. Et ensuite, le sommet de la pyramide, c'est l'INSEP, c'est ici. Donc c'est l'élite nationale qui se retrouve ici. Et on est obligé d'avoir un minimum d'athlètes pour pouvoir avoir un tapis correct et s'entraîner avec assez de partenaires. Et l'Arbi, c'est bien parce que ça répond à ma question suivante. Pourquoi est-ce que, c'est assez spécifique, 100% des judokas de l'équipe de France sont ici à cause de ce système pyramidal? Un mot que Clarisse aime beaucoup. Exactement, parce que on regroupe notre élite ici, parce que effectivement, c'est avec les meilleurs qu'on progresse. Et si on éparpille les meilleurs un peu partout sur le territoire, eh bien, leur marge de progression elle sera moins évidente à exploiter. C'est pour ça qu'on regroupe notre élite déjà, même très jeune, dès les juniors. On les fait rentrer à l'INSEP. Les plus jeunes, on les héberge sur l'INSEP. Et puis après, les autres, quand ils passent le cap des juniors, généralement, ils sont dans les alentours, des appartements dans les alentours, et viennent s'entraîner tous les jours ici. Et effectivement, statutairement, le judo n'est pas un sport professionnel, mais comme l'a précisé Clarisse, aujourd'hui, si on veut faire des médailles au niveau olympique ou mondial, il faut se comporter comme des pros, c'est-à-dire que c'est des athlètes qui viennent là tous les jours, le matin, l'après-midi, et qui s'entraînent toute l'année. Alors, tu nous parlais tout à l'heure du Japon. L'Arbi, c'est vrai qu'il y a une ambiance un petit peu nippone ici. On aperçoit derrière nous les photos en noir et blanc des judokas célèbres français, mais pas de photos de Jigoro Kano, le fondateur du judo. À l'époque, dans l'ancien Nanjo, il y en avait une. Il y avait celle de Jigoro Kano et celle de Kawashi, qui était en fait celui qui avait développé le judo en France. Mais ils les ont pas remises, je ne sais pas pourquoi. Par contre, il y a Lucie d'Écosse. Oui. Et là, alors, je vais profiter pour rebondir sur la petite. Tu es là, on alors- t'a vu aussi. Alors, il faut savoir que ce mur-là, c'est assez symbolique pour nous. Ouais. C'est-à-dire que pour être accroché à ce mur, il faut au minimum avoir Champion du monde? un titre ou olympique ou mondial. Donc, quelque part, quand on rentre ici, quand les athlètes viennent ici, leur rêve un petit peu, c'est pas un petit peu, même beaucoup, j'espère, c'est d'un jour avoir leur tête accrochée au mur. Et pour nous, c'est une symbolique très forte. D'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, dès qu'il y a une nouvelle championne, la dernière qui a été accrochée d'ailleurs, c'est Clarisse. Elle est là. Eh bien, Tadam. Eh bien, il y a tout un cérémonial qui est mis en place et tout. Voilà, une petite réception pour mettre à l'honneur la championne. Donc là, à chaque fois, quand les athlètes rentrent, on leur dit il y a encore de la place. Donc, voilà. C'est bien, il y a encore beaucoup de place. Lucie, j'ai vérifié, tu as raison. 1882, la naissance du judo. Judo, Eh ben, la voie de la souplesse, qui dérive du jiu-jitsu, l'art de la souplesse, avec un ADN pareil. Les filles ne pouvaient qu'arriver dans cette discipline. Et pourtant, l'arrivée a été à la fois tardive et un peu compliquée. On les regardait d'un drôle d'œil, les filles. Toi, tu peux en toujours, parler parce hein. que maintenant, tu es coach des filles. Hein.
Ah, alors c'est toujours pareil, c'est parce que voilà, c'est un sport de combat, donc au départ, voilà, c'est estampillé vachement masculin, c'est du combat, c'est pas fait pour les femmes. Alors que non, enfin c'est vraiment pas le cas. D'ailleurs On est les aujourd'hui, meilleurs. enfin On est notre les équipe de meilleurs. France féminine, oui, oui, je vais le dire, Clarisse, est beaucoup Mais plus- vas-y, prends la enfin, parole, est plus Clarisse. performante que l'équipe masculine. Voilà, elles sont championnes du monde en titre. Voilà, D'ailleurs sur le mur là, Il y a plus de filles il y a que de plus de garçons. femmes que d'hommes. Alors, peut-être une forme d'explication, on le sait peu, et c'est un avantage pour vous, mesdames, vous pouvez vous entraîner avec des garçons, donc ça vous permet de progresser, vrai ou faux? Bah, moi, je sais qu'à l'époque, avec l'Arbi, parce que moi j'étais entraînée par l'Arbi, donc à l'époque, on a fait beaucoup de stages avec les garçons. Je crois que Clarisse, tu le fais un peu aussi. Oui, oui, oui. Pareil. Change pas les méthodes. On ne change pas une équipe qui gagne, hein, tout Exactement. Mais simplement. c'est pas que l'entraînement avec les garçons qui fait que les filles sont On les n'a pas meilleures. dit hein. ça. On n'a pas dit ça. On parlait des bilans, du fait qu'il y a encore de la place sur le mur, ça tombe bien, parce que je vais vous montrer un tableau, le bilan est éloquent. La première nation olympique, c'est évidemment le Japon, hein, avec 36 titres olympiques tout compris. La deuxième nation, c'est la France, première nation occidentale. Devant, en troisième position, on retrouve la Corée, avec 2 derniers titres d'ailleurs à Londres, on le souligne quand même. Une certaine Lucie d'Écosse qui est pas loin d'ici, et puis Teddy Riner en plus de 100 kilos. Quel est le secret français? Qui veut répondre? Si on le dit, il n'y a plus de secret. Attends. Non, non. Le secret français, c'est qu'en fait, voilà. Faut Vous pas l'avez dit, dire. déjà, on a un gros réservoir, d'accord. La Fédération française de judo, c'est presque 600 000 licenciés. Après, on a une culture judo en France. Et ça vient d'où? Parce que c'est quand même, on parle du Japon, des racines. Pourquoi la France a adopté aussi vite et aussi bien le judo? Alors, là, parmi nous, on a des vitrines du judo français. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles ont fait le rayonnement du judo français sur toute la planète. Mais par contre, au-delà de ces vitrines qu'on a là, qui sont ambassadeurs de valeurs, ces valeurs éducatives, et je pense que aujourd'hui, la majorité de nos licenciés, ce sont des enfants. Et le fait que c'est un art martial qui vient du Japon, où il y a tout un cérémonial, il y a toute une éthique, Tradition. toute une tradition qui est très importante. Et aujourd'hui, De je pense que l'éducation. les parents sont très attachés à ce complément éducatif à travers le sport. Je pense que ce sont des valeurs universelles. Ce pas des valeurs qui sont spécifiques au judo. Mais il est vrai que nous, dans le judo, on a ne serait-ce que d'abord par le cérémonial, le salut, voilà, on salue toujours son adversaire à la fin, au début du combat. Même si on va faire un combat, même à très très haut niveau, vous ne verrez jamais une athlète ou un athlète sur des championnats du monde ou des Jeux Olympiques pas saluer ses adversaires. Hein. Eh bien, ça, je pense que on a vraiment énormément de valeurs éducatives. C'est ce qui fait notre force aux yeux des parents. Et donc, en plus de ce côté éducatif, on a des championnes qui sont très performantes. Voilà, donc, Elles sont très performantes, mais elles ne sont pas toujours très attentives. Hein. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il en pense, l'ancien coach? On va revenir à 1964, Tokyo. Première apparition donc officielle au JO. Il y a 3 catégories à ce moment-là, pour les garçons uniquement. Hein. Moins 168 kilos, c'est les légers. Les moyens, moins de 80. Et puis les lourds, plus de 80. Aujourd'hui, pour les filles comme pour les garçons, il y a 7 catégories. Ça fait 14 compétitions, entre guillemets. Est-ce que c'est trop ou pas? Non, parce que les morphologies ont évolué. Et il est clair qu'aujourd'hui, c'est pas trop. Je veux dire, aujourd'hui, il faut qu'on puisse être représenté dans toutes ces catégories, parce que sinon, effectivement. Ouais, pour le dire autrement, Puis même, on plus il y est a de déjà beaucoup. catégories, moins les titres sont valorisés. Du tout. Ben non, Non, parce qu'il y voilà. a beaucoup, les catégories sont très chargées. Donc je vois pas quelle catégorie on peut enlever, parce que dans toutes, on est vraiment très chargé. Des fois, on se retrouve à 40, 50, et non, je pense que c'est pas possible aujourd'hui. Bonne réponse, Clarisse. On va parler des catégories de poids, justement, puisqu'on en parlait. Ça, c'est propre au sport de combat. La gestion, elle est individuelle. Gérer son poids, compliqué ou pas? Très compliqué. Très compliqué. C'est la plus grosse contrainte qu'on puisse avoir. Mais il y a aussi des avantages. C'est-à-dire que la perte de poids permet de nous affûter et de nous mettre déjà dans les conditions de notre... Alors, Lucie me disait un truc assez bluffant, tu vas pouvoir confirmer. Tu me disais que toi, la perte de poids, ça t'aidait à
mentalement te préparer au combat en fait? Bah, ça me conditionnait parce que c'était dur, parce que je mangeais moins, à la fin je buvais pas et que ça me créait une rage en moi qui fait que le matin de la compétition, j'avais tout simplement envie de battre tout le monde pour pas avoir souffert autant pour rien du tout. Donc au propre comme au figuré, tu avais les crocs. J'avais les crocs et je pense que c'est pareil pour Clarisse qui perd un peu de poids encore Ouais, dans sa caté. c'est clair, j'ai dit, je pense que même si un jour je voudrais ou pas faire de régime, je pense que ça serait pas pareil. La compétition, je pense même que je la gagnerais peut-être pas. Ouais. En gros, c'est simple. Ton assiette, tu l'as fait en fonction de ton objectif. Et tous les jours, tu as une assiette en face de toi. Ok. Donc, quand tu vois tes collègues qui vont aller se tartiner, qui vont se faire des plats en sauce et que toi, tu vas être avec ta viande Du grillée, Nutella. voilà. Donc, tu comprends, tu sais pourquoi tu le fais. Donc, quelque part, ton objectif, il te sort jamais de la tête. Et par contre, il est important de prendre conscience que la perte de poids fait partie de la préparation. Et donc, bien perdre son poids, c'est important, justement, parce que son outil de travail, c'est son corps. Donc, on essaie de l'amener dans les meilleures conditions le jour de J. Et la perte de poids fait partie de la préparation. Alors Larbi, autre anecdote de Lucie, c'est-à-dire que tu fais attention à ton régime, tu cours, tu perds du poids, et puis parfois, tu es tellement épuisé que pour perdre du poids, ben, tu te mets dans des bains chauds, puis parce que, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais Lucie, tu me racontais qu'une fois, tu t'es dit, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas faire le poids. Bah oui, c'est sûr que bah, ça m'est arrivé qu'une fois, mais c'est vrai que quand tu es à 2 jours de la compétition et que tu as encore 2 kilos à perdre, bah, tu commences à te dire j'ai déjà couru depuis une semaine, je mange plus, bah, je vais plus y arriver. Et donc bon, tu as les bains chauds qui font transpirer sans faire d'effort. Donc moi, je les ai utilisés un petit peu. Je sais pas si Clarisse. Clarisse, Oui, tu fais bain ça des chaud, et même une fois, j'ai pas été au poids d'ailleurs. Donc voilà Bien fait. quoi. Ah ouais, Ouais. forcément, là, t'as dû prendre cher. Et tu racontais que pour ne pas avoir cette bouche pâteuse, quand même, tu mettais de l'eau dans ta bouche que tu recrachais pour avoir un peu une sensation Dis de donc, semi-fraîcheur. C'est-à-dire qu'on est dans des états où même la boisson, même l'eau, on évite. On peut plus parce qu'on est, On a on pas est le choix. au gramme près, donc on n'a pas le choix. Donc il faut pas boire quand on se rapproche de la journée de la pesée. Il faut pas boire d'eau. Donc clairement, on a la bouche un petit peu sèche, pâteuse. Et moi, c'est vrai que dans le bain chaud, comme j'avais déjà très chaud, je prenais de l'eau fraîche et puis je la recrachais Dans le bain chaud. dans le bain chaud. En fait, Ouais. quand elle perd le poids, elle perd d'abord le gras, on va dire. Et après, les derniers kilos, C'est voilà, l'eau. bah, tu es obligé de. Si tu as encore 2 kilos et que tu n'as plus de gras, enfin, donc tu attaques la flotte, donc tu finis par te déshydrater. Mais bon, après, il faut essayer d'éviter un maximum de le faire. Donc après, bon, bah, voilà. Alors, Des fois, c'est Clarisse, elle a incontournable. une Oui. autre technique. Elle me disait que C'est quoi Oui, ta des fois, technique? le soir, quand j'avais vraiment soif avant de m'endormir, je prenais un peu de citron. Ouais. Et vu que c'est acide, ça me redonnait un peu de salive. C'est pas mal. Ok, le coup du citron, Ouais. n'hésitez pas. Le règlement a changé il n'y a pas très longtemps sur le moment de la pesée. Avant, c'était le matin de la compétition. Et puis très vite derrière, ben, on s'hydratait de nouveau. Maintenant, c'est la veille. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est une bonne chose pour la récup, mais c'est pas pour autant qu'il faut négliger le régime. Alors, c'est ce qu'on a dit à nos athlètes. C'est pas parce que, effectivement, au lieu d'avoir 2 heures ou 3 heures avant d'aller combattre, vous avez 8 heures, ou 8 ou 9 heures, donc c'est plus pareil. Mais c'est pas pour autant qu'il faut négliger sa descente au poids. Donc il y en a qui ont fait l'erreur en se disant bah comme j'ai plus de récup, je vais descendre au poids à l'arrache, ça sera même si c'est un peu plus dur à la fin, j'aurai plus de récup. Non, l'organisme il est pas si on descend mal au poids, ça va laisser des traces. Et comme je disais tout à l'heure, si on ne veut pas laisser des traces sur à notre outil de travail pour qu'il soit le plus performant possible, il faut quand même maintenir une descente au poids correcte. De toute façon, Très c'est bien. compliqué aussi parce qu'il y a les 5% le matin. On est repesé le matin. Donc D'accord. voilà. On Petite peut pas- vérification avec une Ouais, parce que là, latitude de Je pourrais 5%. vous raconter des anecdotes où c'est pas. Il ne faut pas les prendre en exemple, où vraiment ça n'a pas été fait de manière correcte. Ouais. J'ai vu, moi, le plus que j'ai vu, je tairai le nom, mais j'ai vu un athlète prendre 12 kilos en 24 heures. Oui, Et ce donc qui ça, paraît inimaginable. physiologiquement, même psychologiquement, Ouais, il l'a ouais. payé pendant pas mal de temps. D'accord. On va parler des rendez-vous maintenant. L'un des gros rendez-vous de l'année, c'est évidemment les mondiaux à Astana, au Kazakhstan. Larbi, objectif pour l'équipe de France?
Eh bien, pour moi, généralement, quand on me pose cette question, je dis qu'elles ont toutes le potentiel d'être médaillées. Donc, voilà, j'ai déjà d'une part parce que je passe le message à l'équipe que voilà, on a confiance en vous toutes. Et puis en plus de ça, il n'y a, y a pas de mensonge dans ce que je dis. Je pense qu'elles ont vraiment le potentiel de toutes ramener une médaille. Maintenant, voilà, il n'y a pas que les Françaises, hein, c'est un championnat du monde, elles veulent toutes avoir une médaille. Voilà. Évidemment. On va se projeter un tout petit peu. Rio, évidemment, c'est dans toutes les têtes. On en parlait. Pareil, donc même question, même réponse pour Rio, Larbi. Ah bah c'est clair, c'est clair. Moi, en tant qu'entraîneur, moi, il est clair et net que j'arrive avec un gros capital de confiance vis-à-vis de l'équipe et aussi parce que je sais ce qu'elles font. Elles font tout pour être présentes le jour J. Clarisse, tu te vois où à Rio? Quelle question. Eh ben, quelle réponse surtout? Bah ouais, il me reste une médaille à avoir et Celle-là. Et voilà, celle en or, celle qui me manque. Collection. voilà, Mais il y a le justement- petit cadre qui manque. Justement, quand il y a un championnat du monde en 2015 et les Jeux en 2016, l'objectif c'est d'avoir les 2 titres ou Tous les titres possibles. Tous les titres C'est possible. vrai que nous, Elle a beaucoup d'appétit. on a pas, Très. dans notre culture, on est un petit peu, on n'ose pas trop. Alors, on veut pas paraître prétentieux. Ah non, c'est pas on- pour faire les fanfarons, c'est juste non. pour... Moi, voilà, c'est clair et net. On connaît, c'est de la compétition. On sait qu'il y en a plusieurs qui veulent le titre. Mais aujourd'hui, nous, enfin, ce que j'essaie de transmettre, c'est la culture de la gagne. On arrive, on vient pas là pour faire du tourisme. Ce qu'on veut, c'est l'or, le titre. Et quand on est championne du monde en titre comme Clarisse, il est hors de question de se dire je vais aller prendre une médaille. Non, on y va, c'est pour le titre. Et elle travaille pour ça. Maintenant, on sait que c'est dur, il y en a d'autres aussi qui le veulent. En tout cas, elle donnera pas sa part. Eh bien, ça a l'avantage d'être clair. Merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps. Clarisse, tu veux ajouter un petit mot pour terminer? Non, il n'y a pas de souci, il fait beau, hein, voilà, je vais aller trottiner dehors, hein, donc je vais vous laisser Bon, prendre le d'accord. thé. Bonne bientôt, chance en alors. tout cas pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Moi, je vais juste rajouter un petit Oui. truc. Je vais juste rajouter le fait que Avec plaisir. aujourd'hui, moi, je suis l'entraîneur, comme j'ai été pour Lucie, son entraîneur référent. Je suis aussi l'entraîneur référent de Clarisse. Eh bien, ce qui est important, c'est que je ne travaille pas tout seul. C'est pas un truc qu'on peut. L'accompagnement, les premiers responsables de la performance ou de la contre-performance, pour moi, c'est eux, c'est les acteurs, c'est les athlètes. Mais après, moi, je fais partie des gens qui sont là pour les mettre dans les meilleures conditions. On parlait de l'INSEP, voilà. On a un outil de travail qui est hors norme, qui est exceptionnel. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent autour, les préparateurs physiques, les collègues, les entraîneurs profs de de club, club. voilà. Donc c'est hyper important. C'est tout un maillage. en Voilà. fait. Mais au cœur de ce projet de performance, c'est quand même l'athlète qui a les cartes en main. Et moi, j'en profite là pour justement saluer tous ceux, ils se reconnaîtront, hein, tous ceux qui contribuent justement à la réussite entre autres de Clarisse, mais des athlètes de l'équipe de France, parce que le staff national tout seul n'y arriverait pas, je pense. Merci Larbi, c'est bien de penser à eux. Lucie, on va rester encore un petit peu ensemble. Est-ce que tu sais où on en est en ce qui concerne le décompte Rio? 400 et quelques. 400 et quelques, bonnes réponses, exactement à peu près J-455, soit 1 an et 3 mois. Lucie, on parlait de JO, transition toute trouvée avec le CNO qui vient de dévoiler son nouveau logo. Comme en judo, un petit mélange de tradition et de modernité avec le retour du coq. Qu'est-ce que tu en penses? Et ben, je trouve que c'est pas mal, j'aime bien, ça donne une petite modernité dans le design et puis oui, le retour du coq, donc non, c'est bien. Le Joli. coq fidèle au poste. Paris de plus en plus candidate pour l'organisation des Jeux de 2024, ça c'est une bonne chose aussi. Hein. Oui, c'est sûr qu'on était pressé de savoir, d'attendre cette première étape et je pense que tous les athlètes, on va s'engager en tout cas pour essayer d'avoir un des meilleurs dossiers et on n'a pas juste envie d'être candidat, là on a vraiment envie d'avoir les Jeux en 2024. Ça c'est de la tradition judo. Thierry Braillard qui continue ses petites visites, on l'a vu, ses rencontres Rio 2016 qui est venu notamment nous parler de ça et nous parler aussi parler au pôle tennis de table et hockey sur gazon. Alors comme tu le sais, Lucie, la technologie est de plus en plus présente dans le sport. La ville de Paris s'est lancée dans un projet, nom de code, le tremplin, objectif, créer un incubateur dédié au sport, rassembler
dans un lieu unique les startups centrées sur l'innovation sportive. Première promotion, c'était à l'INSEP il y a quelques semaines, 17 entreprises sélectionnées. Occasion d'interroger le responsable du tremplin, Benjamin Carlier. On l'écoute. Le tremplin, c'est une plateforme d'innovation pour le sport. Une plateforme d'innovation, ça veut dire qu'on va faire à la fois de l'incubation de start-up, mais qu'on va travailler aussi avec des partenaires privés, avec des partenaires institutionnels pour créer un véritable écosystème du sport et de l'innovation. C'est ça le tremplin. Le succès, c'est qu'on a eu 102 réponses à l'appel à candidature, donc plus de 100 startups qui ont candidaté au programme. Donc ça prouve qu'on ne s'est pas trompé sur le fait qu'il existait un champ économique et un champ de l'innovation fort dans le sport. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Sur ces 102, on a eu des dossiers de grande qualité. On en a vu 35 en comité et pour une promotion de 17 qui va être présentée aujourd'hui. Et on l'espère, toutes des startups qui vont bien fonctionner dans les années à venir. Pourquoi un partenariat avec l'INSEP? Parce que l'INSEP est une formidable terre d'expérimentation pour les startups. Il y a des liens possibles avec les équipes médicales, les équipes de recherche, avec les sportifs bien sûr. Et puis pourquoi l'innovation pour l'INSEP? Parce que l'INSEP a bien sûr compris que l'innovation était une source d'optimisation de la performance. Et donc c'est important aussi pour l'INSEP d'avoir accès à l'innovation et d'aider cette innovation, puisque ça peut être le petit détail qui fait la différence lors des compétitions internationales. L'INSEP qui, évidemment, est un partenaire naturel du tremplin. Il y aura la technologie, ça t'intéresse dans le sport? Oui, en tout cas, je note bien les évolutions qu'il y a. En judo, on n'a pas trop besoin de nouvelles technologies, mais dans les autres sports, ça sert. Mais peut-être un peu plus pour l'entraînement, pour suivre un peu plus l'entraînement. En tout cas, plus d'infos sur le site insep.fr et le compte Twitter @insep_. Paris. Merci beaucoup, Lucie, de m'avoir accompagné. Merci à vous. On te retrouve aussi tous les 2 mois sur INSEP TV dans l'émission que tu présentes, Travelling Sport. Prochain numéro à venir avec Michael Jérémiaz, un personnage. Sacré personnage et il faudra vraiment aller regarder cette émission. On vous tiendra au courant. Lucie, quand on pratique le judo, on apprend le japonais, non? Un petit peu de japonais, 2-3 notions. Domo arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Voilà, ce Team INSEP numéro 13 est maintenant terminé. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à le préparer. Rendez-vous sur INSEP TV tous les jours et dans 2 semaines pour un nouveau Team INSEP. En attendant, bon entraînement. Salut à tous. Matane.